Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Il est 19h30 à Calgary. C'est Richard Antoine Kapeta Kazadi qui vient vous rencontrer pour les réflexions. Réflexions sur notre pays, les réflexions profondes sur la situation du Congo, réflexions sur l'actualité du Congo, réflexions sur tout ce qui touche le Congo. Ce soir, les réflexions vont porter sur deux thèmes. Deux thèmes, l'argent, c'est le premier thème, et le deuxième thème sont les questions qui fâchent. L'argent. Le président de la République a besoin de l'argent. Il a besoin de beaucoup d'argent pour mettre en place, pour mettre en application la vision qu'il a pour le Congo. Le Congo, c'est un pays par terre, un pays dans le gouffre, un pays qui n'a ni structure sociale, ni structure économique, un pays dont la monnaie fonctionne dans le gros du temps à l'informel. Il n'y a rien qui existe au Congo. Donc le président de la République a un travail d'Hercule à faire pour que ce pays se redresse, pour que ce pays retrouve la respectabilité dans le concert des nations. L'argent, d'où viendra l'argent alors pour que le président de la République puisse instrumentaliser sa vision politique? D'où viendra l'argent pour que le gouvernement qui sera bientôt en place puisse travailler et changer le pays? Je vous propose ici quelques voies qui nous permettent d'avoir l'argent pour construire le pays. Il y a les ressources minières que nous avons dans le pays. Les gens me diront, ben, les ressources minières, c'est ce qu'on a toujours d'habitude, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais nous avons besoin d'argent tout de suite, maintenant. Le pays, notre pays, le Congo, c'est un pays extrêmement riche, potentiellement riche. C'est un pays où on a recensé des gisements, beaucoup de gisements, avec plus de 50 minéraux. Mais 12 seulement sont exploités. Tout le monde connaît, nous avons les cuivres, nous avons de l'or, nous avons du uranium, nous avons du cobalt, etc. Ce sont les minéraux que nous connaissons. Mais il y a d'autres minéraux qui ne sont pas, qui sont déjà recensés mais qui n'ont jamais été exploités. Alors, comment est-ce que les minéraux peuvent dans l'immédiat aider le président de la République? Le gouvernement qui est sorti, le gouvernement qui a la responsabilité du ruine du pays, le gouvernement qui a tout détruit dans ce pays-là, ce gouvernement-là a initié des projets. Un projet de 8 milliards de dollars, il l'a payé en nature. Ce projet de 8 milliards de dollars, ils ont donné le minerai d'une valeur de 80 milliards de dollars. Ce n'est pas par inadvertance. Je pense que c'était voulu, c'est de la combine, c'est de la mafia. Comme vous le savez, ils étaient plus préoccupés à renflouer leurs poches, à se remplir les poches, et non pas à bâtir le pays. Alors le président de la République peut aujourd'hui explorer l'environnement et trouver les pays qui ont besoin de nos minéraux dans l'immédiat, avec des projets à la main. Et on peut donner des minéraux à ce pays-là, dans l'immédiat, et ce pays vont absolument nous donner les moyens nécessaires pour pouvoir exécuter nos projets. C'est très important. Vous savez, quand on parle de minéraux chez nous, quand on a appelé ce pays le scandale géologique, ce n'est pas au hasard qu'on l'a fait, qu'on l'a dit. Le Congo, notre pays, est la deuxième réserve du monde en ressources cuprifères. Le Congo regorge de 40% du cobalt mondial. Le Congo a les trois quarts des réserves mondiales de la Colombo-Tantarine. Donc le Congo a des réserves forestières qui le placent en première position en Afrique. Donc nous avons beaucoup de moyens aujourd'hui que l'on peut
tout de suite là échanger avec d'autres pays qui peuvent nous donner de l'argent et exécuter nos projets. Ça, c'est la première voie. Deuxième voie, nous avons un cortège, j'appelle cortège, nous avons un cortège des entreprises du portefeuille de l'État. On ne va quand même pas douter que notre régie des eaux peut être capable de renflouer énormément d'argent qui permettent au gouvernement d'avoir le moyen de sa politique. Que dire de la SNEL, par exemple? Que dire de notre douane? Nous avons beaucoup d'entreprises du secteur public qui sont capables de donner de moyens au gouvernement pour qu'il puisse exécuter ces programmes, ces projets. Mais le problème est que ces entreprises, parce qu'on me dirait, mais ces entreprises ont toujours été là, mais ces entreprises ont eu à leur tête des citoyens néocolonisés, des gens qui n'avaient aucun amour de la patrie, des gens qui ne voyaient aucun intérêt du pays, des gens qui ne servaient que leurs propres intérêts. C'est pour cela que ces entreprises n'ont pas pu être réellement au service de l'État. Alors, compte tenu de la vision actuelle du chef de l'État, ces entreprises devraient absolument être mises à profit pour qu'ils donnent le moyen au gouvernement afin que le gouvernement puisse instrumentaliser ces programmes. Nous avons aussi un autre moyen auquel le président peut recourir dans les médias assez rapidement. C'est dans le cadre de la coopération internationale, dans le cadre de la coopération entre États, nous pouvons signer, je dirais, pas des accords, faire des emprunts auprès de certains États. Et ces emprunts entre États peuvent être négociés dans de bonnes conditions. Et cet argent peut aider le pays à relancer ses projets. Il y a aussi un autre moyen, celui-là, c'est un moyen à discuter. Vous savez que les gens qui ont pillé ce pays-là, ils sont allés amener tout leur argent dans des paradis fiscaux à l'étranger. Cet argent est perdu pour le pays, complètement perdu. Et quand je regarde par exemple l'ancien président de la République qui a construit une unité agro-industrielle dans les environs de Kinshasa, moi je dis que c'est une très bonne chose au lieu qu'il ait construit cela à l'extérieur. Si les Congolais, avec leur argent, pouvaient construire des unités de production dans le pays, ces unités auraient permis à l'État, à notre pays de se développer parce que ces unités offraient de l'emploi aux gens, ces unités paieraient des taxes à l'État, ces unités paieraient des impôts, toutes sortes de choses qui auraient fait que le pays rayonne sur le plan économique. C'est pour cela que je viens avec une proposition ici que j'appelle la loi d'amnistie financière. Vous savez que l'argent que Mobutu a eu dans ce pays, il est perdu. Perdu non simplement pour Mobutu, perdu pour sa famille, perdu pour la République démocratique du Congo. C'est l'argent qu'on n'aura jamais. Le pays puissant de ce monde, ils vont trouver les pays qui sont les paradis fiscaux, on va leur dire, voilà, tels sont vos citoyens qui ont de l'argent ici, mais est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous avons cette possibilité de nous adresser à ces pays-là pour qu'on nous dise ceux qui ont de l'argent dans les paradis fiscaux? C'est la fuite des impôts, c'est la fuite de l'argent, c'est la fuite des capitaux. En fait, je pense que si on signe une loi, la loi d'amnistie financière, par exemple, qui garantit à ce genre, parce qu'à l'état actuel, cet argent est perdu, on leur garantit de rapatrier leur argent dans le pays, de construire des entreprises dans le pays, des entreprises de transport urbain, de transport fluvial, de transport aérien. Ça va profiter et à eux et au pays. Ça va créer des emplois au pays. Ces entreprises qui vont créer sur place dans le pays, ils vont payer les impôts à l'État. Et je pense que c'est de cette façon-là que le Congo peut profiter, les Congolais peuvent profiter de l'argent qui a été volé. Parce que si vous dites, écoutez, nous ne voulons pas de ça, et dans le même ordre, vous savez, ce qui a été fait avec l'argent de ce pays, il y a lieu de tout faire pour que ça profite au pays. Moi, j'ai toujours été scandalisé quand j'ai vu, par exemple, les compatriotes détruire les châteaux que Mobutu avait construits à Badolité. C'était des maisons construites avec l'argent de la République. Même si Mobutu est parti, ces maisons-là devaient être protégées, gardées, pour servir de musées, par exemple, des endroits touristiques. Et cette habitude
de croire parce que les gens, on les accuse de ceci, on va détruire leurs bâtiments, on va détruire leurs entreprises. C'est le pays qu'on appauvrit parce que ces entreprises ont été construites, ont été mises sur pied avec l'argent de la République. Voilà pourquoi moi je pense qu'une loi d'amnistie fiscale, d'amnistie financière aujourd'hui pourrait être une solution, l'une des solutions pour renflouer les caisses de l'État, pour créer de l'emploi au pays. Mais il faut qu'on rassure ces gens-là qu'on ne touchera pas cet argent-là. C'est une façon de récupérer, de profiter de l'argent qui a été mal acquis dans le pays. Bien sûr qu'à partir de ce moment-ci, tolérance zéro avec les gens qui doivent être à la commande des affaires publiques, dévoler l'argent de l'État. Là, c'est la Cour des comptes qui devra travailler. Et cette fois-ci, la Cour des comptes, nous pensons qu'elle sera mise au profit pour réellement suivre la gestion des différentes entreprises de l'État. Et la dernière voie que je propose, c'est celle des institutions de Bretton Woods. Je dis bien la dernière parce que je n'aime pas beaucoup cette solution-là, parce que je n'ai pas vu de mon vivant des pays qui sont développés grâce à ces institutions de Bretton Woods. C'est la Banque mondiale, c'est le Fonds monétaire international. Est-ce que ces entreprises ont déjà développé les gens? Par contre, bien sûr que le pays peut aller solliciter des emprunts auprès des entreprises, ce sont les banques. Comme il y en a ici, vous avez une banque qui vous donne une ligne de crédit. Mais ce qui ne va pas avec ces institutions, ce sont les conditions qui accompagnent l'argent qu'ils donnent aux États. Ils vont par exemple vous exiger de privatiser les entreprises. Imaginez une entreprise comme Régie des eaux, nous la privatisons. Ça, nous avons perdu beaucoup dans notre souveraineté. Une entreprise comme Esnel, on la privatise. Voilà les conditions qu'ils donnent. Non seulement ça, ils imposent aussi les conditions, ils vous recommandent de dégraisser les effectifs des entreprises. Imaginez dans un pays comme le Congo aujourd'hui, on vous demande de dégraisser les effectifs, les gens qui ont souffert, qui ont passé 1 an, 2 ans, 3 ans d'impayement. Au moment où on peut redresser l'entreprise, au moment où on peut arriver à redresser la situation générale du pays pour qu'ils en profitent, eh bien, on les met dehors. Même quand ces institutions de Bretton Woods demandent le dégraissage des entreprises, lorsque l'entreprise commence à bien fonctionner, elle ne va pas reprendre toutes les personnes qu'ils avaient mises à la porte. Ils vont prendre le paix des gens. Alors, je considère que traiter avec ces institutions, ça touche un peu à la souveraineté de l'État et aussi on nous impose, et le plus grave, ils vous imposent même les techniciens qui peuvent venir accompagner les projets que vous avez, pour lesquels vous avez demandé le financement. Mais le Congo aujourd'hui, il ne manque rien dans aucun domaine. Nous avons des cadres dans tous les domaines, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, qui peuvent conduire les projets. Mais eux vont vous imposer les gens, et ces gens, vous vous en doutez, seront payés avec l'argent que vous avez emprunté chez eux. Et des salaires colossaux qui vont leur être alloués. Et ça, c'est vraiment malheureux. C'est ainsi que moi, je considère que la solution de recourir aux institutions de Bretton Woods devra être la dernière, le dernier ressort. Et voilà. Donc, je disais que le président de la République a besoin de l'argent et de beaucoup d'argent pour mettre en action le plan qu'il a pour redresser et redonner le nouveau visage au pays. Et je dois ici dire que le Congo aujourd'hui n'a pas besoin du raccommodage des situations. Le Congo a réellement besoin de grands projets, des projets audacieux, courageux, que le chef de l'État devra mettre en place dans le pays, et il sera accompagné par le peuple pour la mise en place de ces projets. C'est ça le genre de projet que nous voulons. Je vais donner l'exemple de Lula, par exemple, d'Afista, qui est sorti de la classe de pauvres, qui est sorti du milieu syndical ouvrier. Cet homme, quand il est arrivé, il s'est appuyé sur les populations, des millions et des millions de populations brésiliennes pour pouvoir mettre en place ces programmes. Très courageux. 200 milliards, par exemple, pour les infrastructures. C'était très courageux. Je pense que notre président, il a un atout que beaucoup de politiciens n'ont pas. Et ce qu'il a tout, c'est
le peuple congolais entièrement mobilisé à l'accompagner dans sa longue marche pour la reconstruction de notre pays. Alors, donc, il peut avoir l'argent en utilisant en ce moment même une espèce de change, de financement des projets, de manière à donner aux gens qu'il aura trouvés, aux partenaires qu'il aura trouvés, on le paye en minerai, et on exécute des plans. On a parlé aussi de nos entreprises du secteur public qui peuvent être les moyens les plus importants pour renflouer les caisses de l'État et permettre de donner les moyens au gouvernement, des moyens de sa politique. Et nous avons parlé de coopération entre les États. Les dettes qui sont contactées auprès des autres États sont des dettes beaucoup plus raisonnables. On peut négocier les conditions, les intérêts, on peut les négocier bien plus facilement que les dettes qu'on contacte, comme je l'ai dit en dernier ressort, avec les institutions de Bretton Woods. Ça, c'est très difficile parce qu'ils imposent beaucoup de conditions qui ne sont pas de nature à laisser les pays, à laisser aux pays leur souveraineté pour l'accomplissement de certains projets. Alors j'en arrive ainsi aux questions qui fâchent. Les questions qui fâchent, il y a la déclaration du chef de l'État, la déclaration qu'il a faite aux États-Unis qui a suscité une myriade de réactions dans les camps de FCC. Le chef de l'État a dit qu'il va déboulonner les systèmes. Et là, je commence à me poser la question si réellement les gens de FCC sont les alliés du cash. Parce qu'un allié ne peut pas réagir de cette manière-là, de façon épidermique, contre une déclaration de celui qui est supposé être leur autorité morale. Quand le cash est ensemble avec le FCC, qui est l'autorité de cette coalition? C'est le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Et comment il pouvait réagir à cette histoire, croire que voilà, c'est une guerre qui le rejetait. On a vu la réaction par exemple de Kengo. Kengo qui n'est ni Congolais de père, ni Congolais de mère, lui qui est parmi les fossoyeurs de notre économie, qui a ruiné ce pays, qui a volé ce pays, qui a été servi par ce pays dans toutes les formes, mais qui s'est permis de dire ce qu'il a dit. Mais le chef de l'État, c'est clair. Ce pays, c'était un pays où on bafouait la liberté d'expression. C'était un pays où la liberté d'opinion n'était pas acceptée. Des réunions publiques n'étaient pas acceptées. Les gens étaient tués. Les gens étaient emprisonnés. Il y a eu énormément de gens que les chefs de l'État ont libérés, qui ont été emprisonnés sans raison valable. Ce sont ces antivaleurs-là que le président dit qu'il va déboulonner. Pas question. Combien de gens est-ce qu'il a arrêté depuis qu'il est au pouvoir? Combien de fausses communes nous avons au pays? Des fausses communes, les gens qui crient vengeance dans leur temps, dans leurs fausses communes aujourd'hui. Est-ce que les gens veulent que nous, on continue encore à créer des fausses communes, à tuer des gens et les mettre dans les fausses communes? Mais non. C'est ça que le chef de l'État voudrait combattre, cette culture de tuer les gens parce qu'ils ont réclamé quelque chose, parce qu'ils ont protesté contre quelque chose du gouvernement. Le chef de l'État dit clairement, je ne voudrais pas qu'on arrête quelqu'un parce qu'il a insulté le chef de l'État. Est-ce qu'hier on peut insulter le chef de l'État au Congo? Voilà les antivaleurs. La mauvaise gestion de l'État. Combien de ministres a-t-on déjà vu arrêter dans ce pays-là pour mes gestions? Combien de présidents délégués généraux d'entreprise a-t-on vu arrêter pour mes gestions? Mais le chef de l'État dit, désormais, nous allons arrêter les gens qui gèrent mal le pays. Même si le chef de l'État dit pas de la chasse à la sorcière, bien sûr, nous n'allons pas faire la chasse à la sorcière, mais il voudrait que demain, les gens se comportent normalement, parce que s'ils ne le font pas, la démocratie, c'est la séparation de trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire se saisira des cas et il les sanctionnera. Donc, il n'y a pas de raison à s'alarmer là-dessus, à commencer à dire n'importe quoi. Vous voulez déboulonner, mais c'est vous qui serez déboulonné parce qu'ils sont majoritaires au Parlement, ils sont majoritaires dans le Sénat. Non, ce n'est pas ça. Et je crois que les chefs de l'État ne doivent pas être distraits avec ce genre. C'est pour cela qu'il y a deux
chose très importante que le chef de l'État devra avoir, c'est le courage à toute épreuve et c'est la mise sur pied des projets audacieux, costauds, qui changent complètement le visage du pays. Que faire de tous ces cris de sirènes qui sont en train de dire n'importe quoi? Il devra s'en foutre de ça. Aller de l'avant. Le peuple est avec lui. Et aussi, là, vous savez, quand nous regardons par exemple le président Donald Trump ici aux États-Unis, qu'est-ce qui fait sa force? C'est sa base. Donald Trump est honni par tous les médias. CNN, Bloomberg, Washington Post, New York Times. Tous ces médias le ramassent chaque jour. Alors le président, quand il a un projet, il se met debout, il va rencontrer sa base en Floride, il va rencontrer sa base en Virginie, il va leur parler. Nous voulons que le président fasse cela aujourd'hui. Sa résolution, c'est tous les coins de la République. Il peut aller se retrouver à Bunia et informer le peuple de toutes les difficultés, de comment les gens livrer ce gens-là au peuple. Ils doivent le faire, ils doivent absolument le faire, parce que ces gens se croient aujourd'hui qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi, et ils n'ont pas honte de ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas honte du tort qu'ils ont causé à la nation. C'est ainsi qu'ils se permettent de faire n'importe quoi. Deuxième point, sur les questions qui fâchent. Je crois que beaucoup de gens ont vu la vidéo qui est en circulation, qui passe partout. La vidéo du chef du parti à l'intérim qui est allé se donner une partie du sport équestre. Je crois que le président à l'intérim du parti au pouvoir, il a le droit de se donner quand même le temps de distraction. Mais quelle distraction, c'est ça le problème. Est-ce que tout Congolais peut frapper la balle, se distraire dans une balle, frapper la balle, jouer la balle? Bien sûr que oui. Est-ce que tout Congolais peut aller faire un jogging, par exemple, comme activité sportive? Oui. Est-ce que tout Congolais peut aller jouer avec le basketball? Ben oui. Mais est-ce que tout Congolais peut s'offrir un jeu du sport équestre? Cheval? Je crois que non. Alors, bien que le président à l'intérim de l'UDPS ait le droit de se distraire, de faire ce qu'il peut, il doit comprendre que le jeu comme celui-là envoie un message très fort à la base. D'abord, qui a filmé cette partie d'activité? Dans quel intérêt est-ce qu'il l'a filmé? Qui a mis cette vidéo en ligne, vue des milliers de fois partout? Dans quelle intention est-ce qu'il l'a fait? Donc, quand on va jouer à l'activité équestre comme cela, c'est un message parfois malheureux qu'on envoie à la base. On veut dire à la base, voilà, dans peu de temps, je suis au-delà de la ligne, j'ai rejoint les camps de la bourgeoisie. C'est comme exactement demain, le président de la République va en congé, il se trouve dans un yacht sur la Méditerranée, dans la mer du Nord, ou sur l'océan. Les Congolais de la basse classe, ou de la classe moyenne, qui verraient le chef de l'État dans un yacht, il va se poser beaucoup de questions dans la tête. C'est comme pour dire, écoutez, nous, vous nous avez porté au pouvoir pour jouir des choses comme ça. Ils sont au pouvoir, il n'y a pas beaucoup de temps, et le peuple n'est pas encore servi, le peuple attend encore d'être servi. Les leaders devaient contrôler leur comportement, leur façon de parler, leur attitude envers la base. Ça, c'est extrêmement important. Alors, tout en respectant sa liberté de faire ce qu'il peut, mais il doit savoir qu'il est un leader. Un leader n'a pas de vie privée. On a difficile à confondre la vie privée et la vie publique de leader. Le leader, c'est l'homme public par excellence. Tout ce qu'il fait, là où il boit, là où il mange, les gens qu'il fréquente. Et si vous suivez les messages qui passaient dans cette vidéo, on dit voilà, maintenant il est au pouvoir. Qui disait ça? Je n'ai pas besoin de les citer. Alors c'est un problème de prudence
pour ne pas scandaliser le peuple, parce que en fait, aujourd'hui, les gens qui... C'est pour cela que j'ai dit, ils ne sont pas leurs alliés, les gens de FCC. Parce que s'ils étaient leurs alliés, ce n'est pas comporté de cette manière-là. Et ce sont déjà embusqués, des tireurs embusqués, qui sont à la recherche de tout ce que le leader du parti au pouvoir aujourd'hui peut faire afin qu'il les livre en pâture. Donc le message de ce genre-là, c'est comme pour dire, voilà les bons, ce qu'ils font aujourd'hui, nous les mauvais, nous l'avons fait. Peut-être que les bons ne l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire, ils n'avaient pas de moyens. Mais aujourd'hui qu'ils ont le moyen, ils tombent dans l'immoralité où ils peuvent faire n'importe quoi comme nous. C'est extrêmement important. Voilà, chers compatriotes, je voulais vous parler de l'argent qui est le nerf de la guerre pour le président de la République. Il en a besoin pour pouvoir mettre en place sa vision. Je vous ai parlé aussi des problèmes qui fâchent. Je vous dis merci et à la prochaine occasion.